partir de 16h45, le commandant conservateur de la ROC réserve ornithologique de Kalissaï en compagnie de Mohamedou Aliouba, directeur des programmes de NCD, Nature communautaire de développement, seront les invités spéciaux de la radio communautaire de Kafountine, la CAF FM 94.1. Divers sujets seront abordés: perception des bénéficiaires de la formation sur l'identification et les techniques de comptage des oiseaux d'eau, analyse des résultats du décompte dans les 5 aires protégées de la Casamance et les APAC, analyse de la dynamique des oiseaux dans la Casamance, causes, conséquences et stratégies à développer. Une émission qui sera présentée et animée par Sékou Koli, CAF FM, une radio au service des populations. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 15 janvier dernier, le monde entier a célébré la journée des oiseaux d'eau. À l'instar de beaucoup de réserves ornithologiques sénégalaises, la ROC a initié une capacitation axée sur le comportement et la morphologie des oiseaux d'eau. Manière pour le commandant conservateur de la ROC, Pathé Baldé en l'occurrence, de préparer le décompte des oiseaux migrateurs, oiseaux d'eau si vous voulez. Un atelier qui a réuni les acteurs du secteur le dimanche dernier, suffisant pour que la radio CAF FM de Kafountine, vu l'importance des réserves ornithologiques au Sénégal, invite le commandant conservateur de la ROC à cette émission spéciale. Pour en parler, Pathé Baldé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait venir Mohamedou Aliouba, directeur des programmes de NCD, Nature communautaire de développement. Pendant plus d'une heure, nous vous parlerons de la perception des bénéficiaires de la formation sur l'identification et les techniques de comptage des oiseaux d'eau, puis l'analyse des résultats du décompte dans les 5 aires protégées de la Casamance et les APAC. Et enfin, l'analyse de la dynamique des oiseaux dans la Casamance, causes, conséquences et stratégies à développer. Une émission que vous présente et anime Sékou Koli. Alors, dans cette émission, nous allons utiliser 3 langues pour nous exprimer: le français d'abord, puis le wolof et le mandinka simultanément. Alors, messieurs, mesdames, la coutume voudra que les invités lancent un salam alaikum à nos fidèles auditeurs. Je ne sais pas celui d'entre vous qui va commencer, si c'est le commandant ou le directeur. Alors, monsieur Ba. Donc, merci beaucoup, monsieur le commandant. Je vais remercier également le présentateur pour l'invitation qui nous est faite pour aujourd'hui parler de décompte international des oiseaux d'eau en Casamance que NCD a l'honneur de coordonner depuis maintenant 3 ans. Mon commandant. Je voulais aussi m'associer aux salutations de mon prédécesseur, en l'occurrence M. Mohamedou Aliouba, qui est le directeur des programmes de l'association Nature Communauté Développement, qui est un partenaire stratégique de la réserve ornithologique de Kalissaï et un partenaire stratégique de BirdLife International au niveau du Sénégal. Magnifier sa présence ici parce qu'il n'est pas à son premier voyage ici dans la région naturelle de la Casamance, particulièrement à la réserve ornithologique de Kalissaï. Et profiter aussi de ce temps d'antenne pour remercier tous les fidèles éditeurs de la radio CAF FM, la collectivité locale de Kafountine, l'ensemble de nos organes de gestion, que sont le comité de gestion, le GIE des écogares, mais aussi l'ensemble de nos partenaires, sans oublier le personnel de la radio CAF FM. Je vous dis à tous bonjour et merci. Merci à mes invités. La journée mondiale des oiseaux migrateurs, c'est la cause principale de cette émission. Est-ce que vous pouvez revenir sur la petite histoire qui a abouti à la création de cette journée mondiale des oiseaux migrateurs? Commandant. Merci, monsieur le directeur.
il convient de rappeler un peu le contexte dans lequel ce décompte se déroule chaque année durant la date du 15 janvier de chaque année. Ce qu'il faut retenir, c'est que la communauté internationale, particulièrement de la gestion des aires protégées au niveau mondial, se réunissent à des dates particulières telles que le 15 janvier pour faire une estimation globale des populations aviaires au niveau mondial. C'est particulier parce que ça nous permet d'avoir pour chaque année la baseline, donc l'état de référence de nos individus, tant au niveau local, si on parle du niveau local par exemple, au niveau institut, Kafountine, Kalisay, ou à Bénin ou Basse-Casamance, ou l'AMP de Nyamoun Kalina, mais aussi au niveau national. Quand on parle du niveau national, donc c'est l'ensemble aujourd'hui des aires protégées, mais aussi au niveau international. Donc quand on cumule maintenant les potentialités ornithologiques de chaque pays, on a les potentialités ornithologiques au niveau international, donc au niveau mondial. Donc là, on connaît déjà les estimations d'individus au niveau international. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de renseignements par rapport à ça. Et c'est dans ce contexte que la communauté internationale, chacun dans son site, s'investit pour la date du 15 janvier, qui est une date référence de chaque année. Monsieur Ba, le directeur de la programmation de NCD, c'est un peu ignoré dans la zone. Est-ce que vous pouvez nous donner exactement le rôle que joue votre institution dans les aires protégées? Il me semblerait que vous êtes le chapeau des aires protégées du Sénégal. Expliquez-vous un peu le rôle que vous jouez dans ça. En fait, le NCD, c'est une association apolitique qui est à but non lucratif, qui fait partie un peu de la société civile sénégalaise et qui se positionne comme une agence d'exécution communautaire. Et NCD est né maintenant depuis à peu près 7 ans. Depuis 7 ans maintenant, NCD se déploie un peu partout au niveau du Sénégal en appuyant particulièrement la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées dans leur travail quotidien. Mais NCD ne s'arrête pas simplement au niveau des aires protégées, mais également va au niveau des populations pour les inviter à intégrer notre association pour pouvoir bénéficier des formations, surtout par exemple dans le domaine de l'ornithologie et dans d'autres domaines en leadership, pour pouvoir être le relais de NCD au niveau local dans chaque site. Je rappelle que NCD a aujourd'hui 5 pôles au niveau du Sénégal. Il y a le pôle Nord au niveau de Saint-Louis, Louga. Il y a le pôle de la Casamance. Il y a le pôle Saloum qui centralise un peu Kaolack, Fatick. Il y a le pôle de la Petite Côte. Et on a enfin le pôle de Dakar. Et il y a un autre pôle au niveau du Sénégal oriental qui est en instance de création, qui s'appelle le pôle Nyokolo, qui va être créé incessamment. Donc si vous regardez, on a aujourd'hui maillé le territoire national pour avoir des représentations un peu partout. Et là, souvent nous développons des projets au niveau de chaque zone. Par exemple, en Casamance, ici, nous avons le projet CMB2 où la ROC est le site pilote que nous appuyons dans la conservation des oiseaux et l'habitat des oiseaux. Vu l'importance de la réserve de Kalisay dans le domaine des oiseaux, donc là, c'est pourquoi nous avons choisi ce site-là pour abriter le projet en relation avec nos partenaires de BirdLife et de la MABA pour aider la DPN pour gérer ce site exceptionnel en termes d'oiseaux. Voilà, nous avons également des projets dans d'autres sites, peut-être on en reviendra un peu. On va y revenir. Alors je rappelle à nos fidèles auditeurs que nous avons comme invité aujourd'hui le commandant conservateur de la ROC, Pathé Baldé, et de son ami de service, il s'appelle Mohamedou Alioune Ba, le directeur de NCD. Alors, mon commandant, parlez-nous un peu de la perception des bénéficiaires de la formation sur l'identification et les techniques de comptage des oiseaux d'eau.
Vous avez formé les acteurs du secteur chez vous là-bas au siège de la ROC. Merci monsieur le directeur. Et je voulais d'abord rappeler le contexte dans lequel cette formation a été réalisée au niveau national. Exact. Et je pense que M. Aliouba, ici présent, en tant que le directeur des programmes de l'association Nature Communauté Développement, qui a siégé au niveau national dans l'équipe de management au niveau national, je pense que je vais d'abord lui donner la parole pour qu'il puisse rappeler ce qui a été programmé au niveau national et que moi-même je vais revenir au niveau local pour relayer ce que nous avons pu faire et quels ont été les résultats. Monsieur Ba. Permettez-moi d'abord de remercier la direction des parcs nationaux qui est le coordonnateur national quand il s'agit du dénombrement international des oiseaux d'eau au niveau du Sénégal. Donc de nous avoir encore une fois permis de coordonner le dénombrement au niveau de la Casamance. Vous savez, à l'échelle nationale, comme je l'ai dit tantôt, c'est la DPN qui est le point focal. Dans chaque zone, il responsabilise une structure. Par exemple, au niveau de la Casamance, ici c'est NCD qui a été responsabilisé. Mais si vous allez au niveau du nord, particulièrement dans la zone du parc national du Djoud, le delta du Saloum, c'est la DPN eux-mêmes qui coordonne l'activité là-bas. Au niveau de la Petite Côte et de Dakar, c'est la direction des aires marines protégées qui est chargée de coordonner. Donc c'est une répartition de différentes tâches qui est donnée aux différentes structures. Maintenant, au niveau de la Casamance ici, depuis maintenant 3 ans, c'est nous qui avons l'honneur d'organiser. L'année dernière, nous avions organisé ça au niveau ici de la ROC même, où nous avions convié tous les conservateurs de différentes aires protégées de la Casamance. Mais cette année, d'organiser ça au niveau de la ROC et de convier tout le monde ici. C'est pourquoi nous l'avons fait de manière séparée. On a appuyé un peu la ROC pour qu'il organise ici au niveau de Kafountine en conviant l'aire marine protégée d'Abéné et bien d'autres. Certainement, le conservateur va revenir par rapport à l'organisation qui a ici lieu. Mais moi, je me suis déplacé pour aller coordonner au niveau des Ziguinchor. Pour le regroupement, c'était quasiment impossible. C'est pourquoi nous l'avons fait à Ziguinchor pour pouvoir regrouper tout le monde et pouvoir satisfaire également l'activité en fait. On a fait un peu tous les autres aires protégées hors ROC pour faire le décompte. Je pense que c'est le même semence qui a eu lieu ici aussi au niveau de la ROC et un peu partout au niveau du Sénégal, partout où le dénombrement a été organisé. Au niveau du Technopole aussi, nous avons accueilli l'activité là-bas parce que nous avons nos bureaux au niveau du Technopole de Dakar où il y a beaucoup d'oiseaux. Nous avons accueilli la DPN et la DAMP où il y avait un groupe là-bas qui était chargé également d'organiser l'activité à Dakar. Il y a eu d'autres formations au niveau du Djoud, du delta du Saloum et en Casamance. Mon commandant, sur le plan local, comment cela s'est passé? Oui, effectivement, je pense que M. Aliouba, le directeur des programmes de l'association Nature Communauté et Développement, a dit essentiellement tout ce qui a été mis comme stratégie. NCD en partenariat avec la ROC et NCD particulièrement a été chargé de la coordination du décompte international au niveau de la zone de la Casamance. Ils ont bien voulu que le conservateur de la réserve ornithologique de Kalsaï s'adjoigne à l'équipe de NCD pour une bonne coordination et pour un bon maillage de l'activité de décompte au niveau de la zone sud du Sénégal, et en l'occurrence la Casamance. Ce qui a fait que nous avons opté pour une stratégie qui était la moins coûteuse par rapport aux charges du personnel, mais aussi de comptage. Ce qui a fait que les 3 aires protégées du département de Ziguinchor et de Oussouye, en l'occurrence l'AMP Nyomoun Kalounaï et l'AMP Kassa Balantekunda, mais aussi le parc national de la base Casamance ont été rassemblés à Ziguinchor pour une formation. Au niveau du nord de la Casamance, où se trouve la réserve ornithologique de Kalsaï et l'AMP de Abéné, plus les APAC de Tchobon et de Djogé. Ces aires ont été rassemblées au niveau de Kafountine parce que ce qu'on voulait, c'était la prise en charge des déplacements qui allaient vraiment impacter sur les ressources qui ont été allouées à cette formation. La formation a été ici, au niveau de Kalsaï, de même qu'à Ziguinchor. Mais juste pour vous rappeler aussi que, aussi bien à Toubacouta, Bagadadi,
au niveau du parc national du Delta du Saloum qu'au niveau de Dakar. La formation a été faite aussi. L'année dernière, nous avons eu la particularité de rassembler toutes les aires protégées de la Casamance, les 5 aires protégées et l'ensemble de nos organes de gestion au niveau de Kafountine pendant 2 jours pour faire la formation sur les techniques d'identification et de comptage des oiseaux d'eau. Mais cette année, on a eu la part. Mais cela ne nous a pas quand même dédouané d'avoir une perception des bénéficiaires de la formation. Pour les perceptions, les évaluations ont été faites sur quelques critères, notamment sur le critère contenu, sur le critère de la durée de la formation, sur le critère de la réponse que fournissaient les formateurs par rapport aux questions qui ont été soulevées par les bénéficiaires, mais aussi sur les critères de logistique. Et les barèmes étaient de faibles à moyen jusqu'à satisfaisant. Et à l'issue de la formation, il y a 80% des bénéficiaires qui ont pensé que le contenu de la formation était très satisfaisant. Donc ça veut dire que la plupart des oiseaux qui sont dans la localité ont été enseignés par les formateurs. Et ça, les bénéficiaires de la formation l'ont beaucoup apprécié. Le critère de la durée, elle a été vraiment très faiblement appréciée parce qu'elle ne permettait pas à des bénéficiaires d'avoir vraiment une bonne maîtrise de l'ornithologie. Et ça, tout le monde le reconnaît. Et je pense que ça va être transmise, cette doléance, au niveau de nos autorités compétentes, en l'occurrence la coordination nationale. L'autre critère, ça a été le critère de la réponse que fournissaient les formateurs par rapport aux questions qui ont été soulevées par les bénéficiaires. Et ça, sur ce critère aussi, ça a été vraiment très satisfaisant. Donc, ce qui nous permet de dire aujourd'hui que les gens qui ont été identifiés pour animer ces sessions d'échange sur l'ornithologie ont été à la hauteur de la mission qui leur a été confiée. Le dernier critère, c'était la logistique, notamment la prise en charge alimentaire et la prise en charge financière des gens qui ont participé. Et je pense que c'est le critère qui a été le plus apprécié au cours de cette formation. Et nous, on s'en réjouit. Et je pense que M. Aliba, qui a eu à participer à la même formation au niveau du Jigensor, aura tout à l'heure l'occasion aussi de vous dire quelle a été la perception des bénéficiaires de cette formation au niveau de la théorie qui est accompagnée d'une pratique. Est-ce que vous avez pris là en compte? Être formé théoriquement, c'est bon, mais la pratique également peut accompagner ce qu'ils ont appris dans la salle. Est-ce que la direction a pris compte? Je viens de dire tout à l'heure que les critères qui a été formation de Jigensor. Deuxième jour, d'aller sur le terrain au niveau du lac Théus, de voir sur le terrain les oiseaux qui sont enseignés intramuros. On participé depuis maintenant 2 ans à des sessions de renforcement de capacité sur l'ornithologie. Et nos organes de gestion aussi qui travaillent toujours avec nous, la plupart connaissent certains oiseaux qui sont vraiment très présents dans la localité. Malgré le... Mon commandant, on va revenir un peu en arrière. L'ornithologie au sud du pays semble être ignorée. En quoi cette science d'identification et de technique de comptage est utile? Parce qu'il faut qu'on explique ça à la population. Merci, monsieur le directeur. En fait, les sciences liées à l'ornithologie, je l'ai dit avant-hier, durant mes propos liminaires de démarrage de la formation, que l'ornithologie n'est pas une science qui est enseignée aujourd'hui dans le monde, dans des écoles. C'est sur le terrain que ça s'apprend. Et il n'y a que le terrain qui permet à l'individu ou à 2 agents distincts d'avoir une différenciation en matière de capacitation ornithologique. Vous pouvez être agent des parcs nationaux ou des aires marines protégées pendant toute votre carrière sans avoir des aptitudes en ornithologie si vous ne participez à ces sessions d'identification que seulement à des journées de suivi ou de comptage. Donc il faut forcément être lié au terrain pour pouvoir connaître. Et vous allez dans la plupart des aires protégées aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas des agents des parcs nationaux, donc ce n'est pas des agents de l'État qui ont cette connaissance en ornithologie. C'est plutôt des membres des organes de gestion, que ce soit des gens du comité de gestion ou des gérants des éco-gardes. Et ça, c'est la population locale. Et je pense que si nos organes de gestion renouvellent encore beaucoup plus d'efforts par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent être comme
des gens du Delta ou du Djoudi. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont beaucoup de capacitation en matière d'ornithologie. Il faut savoir que la seule université aujourd'hui au monde qui veut former des gens sur l'ornithologie, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et ça aussi, c'est sur un montage technique de l'association Nature, Communauté et Développement qui veut appuyer l'université de Saint-Louis sur la formation en ornithologie. Toutes les autres écoles, telles que l'école de référence aujourd'hui au Nigeria, qui est appelée Aplori, l'université d'Aplori, cette université n'a que des modules qui enseignent l'ornithologie, mais ce n'est pas un diplôme spécialisé sur l'ornithologie. Vous allez même jusqu'à l'université de Laval, où des forestiers sortent, ce n'est pas des écoles spécialisées en ornithologie. Ils ont des modules dans lesquels on enseigne l'ornithologie, aussi bien à l'école d'ingénieurs de Bambey ou au centre de formation des eaux et forêts de Guibelon. Toutes ces écoles ont des modules qui enseignent l'ornithologie, mais ce n'est pas un diplôme spécialisé en ornithologie. Le diplôme spécialisé en ornithologie, c'est le terrain. Il n'y a que le terrain qui permet à l'individu d'être aujourd'hui très performant en matière d'ornithologie. Et ça, je pense que nous sommes dans une dynamique avec nos membres des organes de gestion, tels que les jeunes qui sont dans le comité de gestion. Je dis, depuis 3 ans, nous avons des jumelles qui sont détenues par nos organes de gestion sur le terrain. Et aujourd'hui, nous voyons la différence. J'ai été très surpris durant ce décompte de voir que Jérôme Sirfo Diassi de Saloulou identifiait bien les rapaces, tels que les balbuzards, les aigles pêcheurs, les martins pêcheurs. Donc, il les identifiait bien. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, si on lui donne encore beaucoup plus de temps sur le terrain, il peut identifier aussi les limicoles qui sont les plus difficiles à identifier. C'est en train de venir et le processus va continuer. De dire que cette association a vocation environnementale, mais notre porte d'entrée, nous faisons le focus sur l'oiseau. Donc NCD est une association d'ornithologie. Également, les autres questions environnementales nous intéressent, mais là, notre centre d'intérêt, c'est l'oiseau. Depuis la naissance de NCD, nous ne cessons de former les éco-gardes dans le domaine de l'ornithologie. C'est sur le terrain que l'IDI parvient à identifier les oiseaux, à connaître les oiseaux. Aujourd'hui, la plupart des gens qui connaissent les oiseaux, c'est des gens pourtant qui n'ont pas un niveau scolaire très élevé. Mais c'est les éco-gardes qui sont au contact avec le terrain, parviennent aujourd'hui à connaître les oiseaux. Aujourd'hui, l'un des plus grands experts de NCD en termes d'ornithologie et qui accompagne aujourd'hui tous nos autres qui viennent des pays d'Europe. Et c'est un gars qui n'a pas un diplôme universitaire et pourtant qui est très bien, que tous les partenaires apprécient. Ça veut dire que c'est le contact avec le terrain qui parvient à connaître les oiseaux. À la suite de ça, que nous avons vu qu'il est nécessaire aujourd'hui en Afrique francophone de créer un master ornithologie. C'est NCD qui a été à la conception aujourd'hui du master ornithologie qui va démarrer ce mois même au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour former des spécialistes dans le domaine de l'oiseau. Et c'est heureux aujourd'hui de voir qu'aujourd'hui beaucoup de doctorants qui étaient en biologie animale au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar commencent à s'intéresser aux oiseaux. Aujourd'hui, nous avons même des doctorants qui sont aujourd'hui recrutés dans d'autres organisations plus grandes aux yeux que NCD parce que aujourd'hui ils ont de la matière en termes d'ornithologie. Et cette formation va se poursuivre avec nos partenaires, ce qui va à la limite vraiment augmenter le nombre d'experts ornithologues. Nous avons aujourd'hui un stagiaire qui est à la ROC, qui aujourd'hui est également un gars qui commence vraiment à maîtriser les oiseaux. Il m'a surpris sur le terrain, mais il connaissait presque tous les oiseaux. Et là, c'est vraiment une avancée. Et je pense qu'on va continuer sur ce chemin-là pour former le maximum d'ornithologues pour pouvoir identifier tous nos oiseaux qui fréquentent le Sénégal. Vous écoutez votre radio, la CAF FM depuis Cap-Frontin. Je rappelle que nos invités aujourd'hui dans cette émission spéciale sont le commandant conservateur Pathé Baldé,
le responsable de la ROC à Kafountine, et de Mohamed Alioune Ba, qui est donc le directeur de NCD. Je vous confirme que nous allons revenir si le courant ne nous trahit pas en langue locale de Manding et Wolof. Passons à autre chose maintenant. La Casamance compte 5 aires protégées, plus les APAC. Vous me rectifiez si je me trompe. Le comptage des oiseaux est effectif depuis donc le 15 janvier dans les 5 aires marines protégées. Quelle analyse faites-vous des résultats issus de ces comptes, commandant? Sur le plan local d'abord. Monsieur Koli, d'abord avant de parler des résultats, oui, nous allons parler un peu de la méthodologie que nous utilisons sur le terrain pour estimer ces résultats. Et vous savez, les oiseaux, c'est des espèces qui ne vivent pas isolément. C'est des espèces qui vivent et qui se nourrissent en groupe. Pour avoir une appréhension du nombre d'individus de telle espèce, il y a différentes manières de procéder à des comptages. Donc si c'est de petits groupes, on fait des comptages individuels. Donc individu après individu. Et là, nous avons un comptage systématique. C'est des individus qui sont en grand nombre. Nous faisons un comptage par échantillonnage. Par exemple, on peut prendre des échantillons de 50, et on multiplie combien de fois 50 nous avons. Ou pour des échantillons de 100, on multiplie combien de fois 100 nous avons. Ou des échantillons de 10, et on multiplie combien de fois 10 nous avons. Parce que au moment de faire le décompte aussi, il y a beaucoup de facteurs aussi externes qui entrent en jeu, qui font que l'oiseau ne peut pas t'attendre et de le compter individuellement. Donc ça dépend maintenant. Est-ce que la population elle est très importante? On fait un comptage par échantillonnage, ou c'est une population qui est vraiment infime, on fait un comptage par individu. Et un comptage systématique qui est maintenant systématique. Donc ce qui fait que, et c'est le même système qui est déroulé partout au Sénégal, le comptage, soit c'est systématique, soit c'est par échantillonnage. Lorsque nous faisons ces comptages, il y a un compteur, celui qui identifie les espèces et qui donne le nom d'individus de chaque espèce. Il y a aussi quelqu'un qui fait la compilation, donc celui qui enregistre les effectifs de chaque espèce. Et après le terrain, nous nous rassemblons au bureau pour maintenant faire cumul. Donc la compilation de toutes les données élémentaires de chaque espèce. Ce qui fait que nous sommes cette année très satisfaits. Cela veut dire que nous remercions du coup l'ensemble de nos partenaires qui depuis 2016 ne cessent de nous soutenir, que sont l'association Nature Communauté Développement, qui est en train de mettre en œuvre et de suivre le projet CMB2 au niveau de la ROC. Et tout le monde sait aujourd'hui les apports significatifs de ce projet dans le cadre de notre équipement et de notre stratégie de mobilité. Mais aussi une occasion pour remercier aussi BirdLife International qui ne cesse aussi de nous soutenir et de nous accompagner dans l'ensemble de nos missions de terrain. La direction des parcs nationaux qui est le point focal national chargé de la gestion de la biodiversité au Sénégal. Juste dire que nous sommes satisfaits. Et cette satisfaction, je voudrais vraiment remercier l'ensemble de nos organes de gestion, que sont le comité de gestion, que sont les GIE des écogardes, mais aussi l'ensemble de mes collègues de service. Parce que si on a un bon résultat, c'est parce que tout le monde a mis le sien pour avoir ce résultat. Un bon résultat, pourquoi? Parce que si nous comparons les données de cette année par rapport aux données de l'année dernière, nous voyons en plus des espèces qui ont toujours existé au niveau de la ROC et qui continuent à exister, il y a d'autres espèces qui se sont jointes, telles que le jabirou du Sénégal, qui est une espèce en voie d'extinction. Le comptage d'avant-hier a montré la présence de cette espèce au niveau de la réserve ornithologique de Kalsaye. Nous avons aussi la présence aujourd'hui des sternes voyageuses, qui n'étaient pas effectivement vues au niveau de la réserve ornithologique de Kalsaye. Dire que continuer un peu sur l'analyse des décomptes. Au niveau de la zone de Kafountine, où la formation a rassemblé 4 structures, dont 2 aires protégées reconnues par l'État du Sénégal, que sont la réserve ornithologique de Kalsaye et l'AMP d'Abéné. Les décomptes ont été faits. Et au niveau de Kalsaye, en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toutes les espèces qui étaient toujours présentes, la plupart des espèces qui sont reconnues aujourd'hui comme des espèces vulnérables ou en voie d'extinction, telles que les limicoles, vous les retrouvez encore à Kalsaye. Et ça c'est un charme de Kalsaye par rapport aux autres aires protégées du Sénégal. Mais aussi une espèce
vraiment qui est en voie d'extinction, qui n'est pas seulement vulnérable aujourd'hui, elle est en voie d'extinction, c'est le jabiru du Sénégal que nous avons identifié au niveau de la région de Kassem. Une espèce qui nous a vus à une faible distance et qui ne s'est pas envolée. Et vous savez, ça c'est un critère très important dans l'évaluation d'un site, les critères de la distance d'envol. C'est-à-dire que si une espèce vous voit et que déjà à plus de 10 mètres l'espèce s'envole, ça veut dire que c'est une zone qui est perturbée. Parce que quand les espèces entendent toujours certains bruits liés à des projectiles, à des distances très faibles, ces espèces-là s'envolent. Mais ce jour-là, nous avons vu qu'on était même à 7 mètres avec une pirogue. Donc vous voyez les bruits même du moteur, l'espèce était là. Donc ça veut dire que la zone de Kalissa est une zone qui est écologiquement stable aujourd'hui. Il n'y a pas de perturbation anthropique dans cette partie. Et ça, c'est une fierté. Et ça, c'est les conservateurs. Ils sentent que ça, c'est bien. Et ça, c'est une collaboration aussi de la population locale à la dynamique de conservation. Nous avons aussi reçu les données de l'AMP d'Abéné qui nous montrent aussi les mêmes dynamiques. Ça veut dire globalement que dans la commune de Kafountine, où vous avez les deux aires protégées et l'APAC de Djogé, que c'est une bonne dynamique de conservation, une collaboration très parfaite entre la population et les administrations qui sont chargées de la conservation, en l'occurrence la réserve ornithologique de Kalissay et l'AMP d'Abéné. Donc ça c'est vraiment une fierté que nous avons eue par rapport au décompte du 15 janvier. Globalement, en termes de résultats qui est là, c'est d'abord des effectifs, une augmentation d'effectifs par rapport à l'année dernière, mais aussi en termes de diversité, une augmentation des espèces, du nombre d'espèces par rapport aux espèces qui sont recensées l'année dernière, mais aussi une augmentation aussi du nombre d'espèces qui sont menacées d'extinction au niveau international. Vous venez à la ROC aujourd'hui, vous les trouvez en quantité importante, et ça c'est très bien, et c'est de bons critères d'appréciation et d'évaluation des sites. Mon directeur, est-ce que c'est la même méthodologie chez vous? Est-ce que c'est les mêmes remarques que vous avez faites au niveau de vos localités là-bas, directeur? Effectivement, c'est la même méthodologie que nous utilisons. Le matériel qui est utilisé souvent pour faire le décompte, il y a le télescope qui te permet vraiment à longue distance d'identifier les espèces un à un avec tous les critères. Et il y a également les jumelles que souvent les compteurs utilisent pour identifier les différentes espèces. Effectivement, par rapport à Ziguinchor aussi, il y avait 3 aires protégées qui ont été suivies. Celui du Parc national de Basse-Casamance dans la zone de Souy, AMP Niamoun Kalounaï, et il y a l'aire marine protégée Kassabalantakunda. Lors de cette formation aussi, il y a des membres de NCD Pôle Sud qui avaient participé et le service forestier de Goudom qui ont participé à cette formation. Donc, toutes ces personnes-là nous ont permis d'avoir des résultats vraiment importants. Sur le plan local, il a observé des espèces en voie de disparition, d'extinction. Est-ce que chez vous, c'est le même cas? Vous avez observé ce même cas? Oui, nous avons observé des espèces qui sont aujourd'hui menacées, qui sont dans la liste rouge. Je peux prendre etc. Il y a également la barge à queue noire qui est aussi menacée, qu'on a observé à Tobor avec des effectifs assez importants. Donc ça veut dire que cette zone aussi, il y a des espèces qui sont menacées à l'échelle mondiale qu'on retrouve dans la partie sud de la Casamance. Et ça, c'est lié certainement à la conservation que les parcs font au niveau de ces zones-là. Alors, commandant, vous voulez revenir sur les statistiques? Oui, en fait, il y a aussi une autre lecture des statistiques. Comme une fois on était là, on vous a dit que des oiseaux sont des espèces bio-indicatrices. Oui. Vous savez, aujourd'hui, lorsque l'on fait le décompte au niveau de la Casamance et que l'on décompte au-delà même des zones qui sont salées ou des zones saumâtres, mais on a aussi décompté des zones où c'est de l'eau douce, des zones de rivière. Et on s'est rendu compte que la zone les vasières de Baïla et jusque vers Tchobon, où on s'attendait à la présence des anatidés,
dans ces vasières, on a rencontré très peu de ces genres d'espèces. Donc ça nous attire déjà l'attention de dire que de plus en plus, il y a l'envahissement de la langue salée. Parce que c'est dans des rizières, on devait beaucoup plus s'attendre à des espèces d'anatidés. Et c'est pourquoi une fois, quand on est passé ici, on vous disait que les oiseaux sont des espèces qui sont bio-indicatrices. C'est important parce que lorsque vous décomptez la zone salée, vous attendez à des espèces marines. Lorsque vous décomptez des zones de ballons, vous attendez plutôt à des espèces côtières. Et lorsque vous comptez des zones où se fait la riziculture, c'est peut-être des canards, donc différentes espèces que vous devez vous attendre. Mais on s'est rendu compte que même dans ces zones-là, il y a de plus en plus une rareté de ces espèces. Donc ce qui, nous, à notre niveau, peut attirer notre attention en disant que les espèces qui devaient se rencontrer ici ne sont pas ici. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé dans la dynamique dans l'hydrodynamisme de cette zone-là? Et ça, c'est aussi des lectures que nous faisons des résultats que nous avons. Mais aussi bien en zone dans le département de Ziguinchor que dans le département de Oussouye, dans le département de Bignona, particulièrement au niveau de Tchobon, nous avons aussi reçu des informations par rapport aux résultats qu'il y a à la présence de grues couronnées. Et vous savez, la grue couronnée, c'est une espèce qui est mondialement en voie d'extinction. Donc si vous la retrouvez ici, je pense qu'on doit beaucoup plus accentuer sa conservation pour vraiment les générations qui vont venir. Maintenant, particulièrement sur les résultats, par site, parce qu'au niveau de la Roque, nous avons fait le comptage sur 3 sites, notamment au niveau de l'Érognon de Cassel, de la pointe de Sankoy et au niveau de l'embouchure de Saloulou. Depuis l'année dernière, ces chiffres-là, ces tendances-là sont en train de se confirmer, que l'embouchure de Saloulou se positionne de plus en plus comme une zone d'attraction des oiseaux, particulièrement des sternes. Et nous avons aussi aujourd'hui les données d'Abéné. Même si ces résultats sont encore encourageants, il convient aujourd'hui d'alerter les décideurs qu'il y a de plus en plus l'avancée de la langue salée qui fait que certaines espèces telles que les anatidés que l'on devait espérer vers les vasières de Baïla à Tchobon n'ont pas été très nombreuses au cours du décompte. On va aborder notre dernier point pour nous permettre d'avoir un petit temps dans la traduction en langue locale. Alors, l'analyse de la dynamique des oiseaux dans la Casamance. Causes, conséquences et stratégies à développer. Qui est-ce qui commence? Directeur ou commandant? Les directeurs me désignent déjà. Vous avez vu tout à l'heure que nous avons décelé les variations des individus et des espèces dans les 2 pôles. Si je dis les 2 pôles, le pôle de Abéné Kalissaï et le pôle de Kassabalantukunda Nyomoun et Parc national de la Basse-Casamance. Tout à l'heure, nous vous avons dit que, aussi bien que dans le pôle de Ziguinchor que de Kalissaï, il y a une augmentation très significative des individus. Mais il faut aussi savoir que cette variation peut être liée à l'espace. Et c'est pourquoi nous faisons souvent des inventaires. C'est-à-dire que nous avons une dynamique au niveau de la région. Mais cette dynamique-là, peut-être que cette tendance n'est pas corrélée aux tendances de chaque site. Donc il faut forcément faire des suivis réguliers et des inventaires périodiques. Donc ça nous permet de faire une cartographie des espèces et des individus, mais aussi des écosystèmes. Donc ça, c'est dans l'espace, au niveau de chaque site, ce qui doit se faire pour vraiment améliorer ces résultats dans le temps. Mais aujourd'hui même, ce qui est fait, c'est les mesures des variations actuelles d'abondance des individus, des fréquences des espèces et de l'état des écosystèmes.
quand nous faisons le décompte là, nous mesurons ça. C'est-à-dire que quelles sont les espèces qui sont fréquentes, et quelles sont les variations de chaque individu et quel est l'état des écosystèmes. Mais aussi dans le temps, par exemple, avant la fin de l'année, nous devons être en mesure de reconstituer l'histoire et l'évolution des espèces, des individus et des écosystèmes. Ça se fait comment? Pendant l'hivernage, pendant la saison de la reproduction, il faut faire des activités de nettoyage et d'extraction des déchets pour rendre beaucoup plus attractifs les sites de reproduction. Mais aussi pendant l'hivernage, il faut restaurer les parties qui sont dégradées pour permettre aux oiseaux d'avoir beaucoup plus de lieux de perchoir pendant quand il fait vraiment très, très, très chaud. Maintenant, ces décomptes aussi nous permettent de voir quelles sont les causes qui sont liées aux variations des espèces. Et il y a des causes qui sont liées à l'environnement. Et dans ces causes-là, ce que nous mesurons les variations actuelles d'abondance des individus, des fréquences et de l'état des écosystèmes. Donc par rapport aux causes qui sont liées à l'environnement. Et il y a des causes aussi qui sont liées aux vivants, donc les êtres humains. Et par rapport à ça, nous déterminons l'influence des changements progressifs de l'environnement, notamment des paramètres qui sont liés à la température, à la lumière, au climat et au sol, mais aussi les changements brusques qui peuvent intervenir dans le site. Par exemple, vous êtes à l'embouchure de Saloulou où vous avez des îlots qui se sont formés. Mais ces îlots, on les aperçoit beaucoup plus à marée basse qu'à marée haute. Donc des changements brusques des vagues peuvent entraîner un déplacement temporaire des espèces qui sont infoédées à ce site. Donc tout ça, il faut l'analyser lorsque vous avez les résultats. Les causes qui sont liées à la société. Vous avez des résultats, on doit aujourd'hui pouvoir corréler ces résultats à des causes sociales. Ce qui fait que nous déterminons les conséquences des actions des êtres humains sur les espèces, telles que la chasse. Donc par rapport à la chasse, il faut déterminer l'indice de quiétude, l'indice d'envol, pour voir est-ce que c'est des zones qui sont perturbées, parce que si c'est des zones qui sont perturbées à des distances, les oiseaux ou bien les individus ou les espèces vont s'enfuir parce qu'ils sentent des menaces. Il faut aussi voir les causes qui sont liées au commerce ou à la pêche et le cycle des espèces. Parce qu'il y a la période d'alimentation, il y a la période de reproduction. Donc si dans la période de la reproduction, il y a de la perturbation, souvent c'est des abandons des œufs. Mais aussi les milieux, les causes qui sont liées aussi au milieu. Est-ce qu'il y a la pollution? Est-ce qu'il y a des déversements des déchets domestiques? Ou bien par exemple, si on prend le cas de Kafountine, est-ce que le déversement qui se fait au niveau du quai de Kafountine a une influence au niveau de l'embouchure de Saloulou, pour voir est-ce que les eaux qui sont déversées peuvent être entraînées jusqu'à ces milieux. Maintenant aussi, il y a la fragmentation des habitats. Est-ce que les gens découpent les habitats, qui fait une discontinuité dans les écosystèmes? Donc nous mesurons, nous vérifions toutes ces causes-là avec nos résultats et ça nous permet de voir quelles sont les conséquences de ces causes et quelles stratégies que nous développons souvent. Est-ce qu'il y a des conséquences qui sont économiques? Dans ce cas, nous déterminons les conséquences des variations de la biodiversité sur les ressources alimentaires, donc pharmaceutiques et industrielles. Vous savez, la plupart des espèces, que ce soit animales, végétales ou aviaires, sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique. Par exemple, les venins contre des morsures de serpents sont fabriqués à partir même des serpents. Donc il y a des conséquences qui sont liées à l'aspect commerce, économique. Nous voyons aussi les causes qui sont liées aux aspects culturels, les conséquences. Donc nous déterminons en ce moment les variations
de la biodiversité sur les traditions et sur l'esthétique. Par exemple, vous allez dans un milieu, ils ont un totem qui est soit une espèce aviaire ou une espèce animale. Donc, si l'espèce-là n'est plus présente dans la localité, ça influe sur leur pratique culturelle. Oui. Par exemple, vous allez à Kaolack, vous avez comme totem le varan. Mais vous voyez combien de fois le varan, en disant que ça c'est notre grand-père ou bien ça c'est notre totem, tout le monde est obligé de respecter. Est obligé de respecter, même quand un véhicule circule sur la route, quand on voit un varan, le véhicule s'arrête et permet au varan de traverser. Et donc c'est une forme même de conservation de cette espèce parce qu'elle va proliférer dans la zone et donc cette espèce ne sera jamais en voie d'extinction, en tout cas relativement à ce milieu. Maintenant aussi nous voyons les conséquences qui sont liées à des aspects d'écologie. Nous déterminons les conséquences des variations de la biodiversité sur les autres espèces. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous faites disparaître la mangrove, du coup, vous faites disparaître aussi les crustacés qui se reproduisent dans la mangrove. Vous faites disparaître aussi certaines d'autres espèces qui ne s'alimentent qu'à partir des crustacés. Donc, le fait seulement de supprimer un élément de la chaîne alimentaire, vous faites un dérèglement du système global de la chaîne. Il suffit juste qu'il y ait un seul élément qui s'absente. Et nous, quand on fait le décompte et qu'on ne voit pas une espèce, du coup, on se dit que peut-être que c'est lié à la perturbation anthropique ou bien c'est peut-être que c'est la source alimentaire de cette espèce qui a disparu dans la localité. Pourquoi cette espèce n'est pas là? Donc, nous vérifions tout ça et ça ne nous permet pas de dormir et on réagit. Comment est-ce qu'on fait? Il y a le théorème d'un physicien qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, soit on laisse la nature jouer son jeu, et dans ce cas, on s'attend à des conséquences. Soit on réagit. Donc, si on laisse la nature faire elle-même, donc on est face à des changements qui sont constatés. Est-ce que nous devons laisser la nature à elle-même se régénérer? Donc, dans un tel cas, on a soit des probabilités qu'il y ait extinction totale de certaines espèces, qu'il y ait des menaces ou de la vulnérabilité de certaines espèces. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser la nature elle seule se débrouiller. Il faut forcément agir. Il faut forcément aider cette nature-là à se restaurer. Donc l'autre option, c'est inventer des systèmes de régulation. Donc on opte de ne pas laisser la nature elle seule se refaire. Donc nous, on opte pour un système d'intervention dans la régulation. En ce moment, il faut connaître la biologie de chaque espèce avant d'intervenir. Parce que les espèces n'ont pas les mêmes modes de vie, les mêmes modes alimentaires, il y a des espèces qui vivent en colonie, d'autres qui sont grégaires, il y a des espèces qui sont nocturnes, d'autres qui sont diurnes, il y a des espèces qui aiment se protéger, il y a d'autres qui aiment la nature visiblement. Donc, il faut savoir les espèces qui sont là et savoir le mode de vie de chaque espèce. Si c'est des espèces qui n'aiment pas le découvert, vous coupez, mais elles vont disparaître d'ici. Elles ne sont pas mortes, mais elles vont migrer ailleurs. Si c'est des espèces qui aiment des milieux qui sont découverts et que vous reboisez tout, c'est des espèces qui vont partir aussi parce qu'elles n'aiment pas partout de l'ombrage. Donc il faut connaître la biologie des espèces qui sont là, présentes dans votre écosystème. Et c'est en ce moment qu'il faut faire des accords locaux, tels que les codes
les codes de conduite locale ou en tout cas tout autre système qui permet de gérer la ressource au niveau local. Et c'est pourquoi nous apprécions de plus en plus la création des APAC, les aires du patrimoine autochtone communautaire, qui sont un prolongement même de la conservation au niveau communautaire, au niveau local. On les a déjà à Mangagoulan, on les a à Djogé et vers Tchobon aussi. Donc ça, c'est des prolongements de la conservation et ça, c'est des accords qui sont tissés entre les populations au niveau local. Donc voilà un peu de nous, de notre vision, et on va se faire compléter aussi par le directeur des programmes de l'association Nature Communauté Développement par rapport à l'analyse de ces résultats. Alors, mon directeur, causes et conséquences vont de pair. Quelle stratégie pour éliminer ou réduire de moitié les conséquences? Bon, selon vous? Je pense que l'expert, le technicien a parlé et il a bien parlé parce qu'il a fait le tour de la question. Voilà. Et là, juste de me résumer, je me réjouis un peu des résultats de cette dynamique positive, en tout cas au niveau de la ROC. L'observateur me dit que la tendance est positive. Donc nous, on se dit que les moyens qu'on a mis à leur disposition ont servi à quelque chose. Et c'est ça qui nous motive d'aller encore chercher davantage de moyens pour les appuyer dans le travail au quotidien. Évidemment, il a parlé beaucoup de la ROC qui a fait un travail remarquable dans cette zone qui aujourd'hui permet d'avoir une croissance positive. Là, parce que, comme il l'a dit, les oiseaux se nourrissent principalement des ressources halieutiques, soit des poissons ou des crustacés. Donc si les aires marines protégées protègent aujourd'hui ces habitats-là, ces ressources-là, évidemment, ça va faire revenir les oiseaux. Parce que quand les ressources ne sont pas là, la nourriture, ils ne sont pas là. Il a dit, c'est des indicateurs. Oui. Les oiseaux, quand ils les voient quelque part se regrouper, ça veut dire que là-bas, il y a des poissons. En tout cas, il y a de la nourriture pour eux. Et ça, c'est les aires protégées qui protègent ces zones-là en parlant avec les communautés, avec les pêcheurs, pour qu'ensemble, eux tous, ils protègent ces ressources-là, pour permettre également aux poissons d'avoir leur part. Parce que ces ressources sont protégées et ça fait revenir les oiseaux. Donc nous, en tant qu'NCD, en tant qu'organisation qui œuvrons dans le domaine de la conservation des oiseaux, on se réjouit aujourd'hui de cette tendance positive. Mais ça ne va pas, on ne va pas dormir sur nos lauriers. On va continuer d'agir pour aider la nature à se régénérer pour l'intérêt de tous. Parce que si aujourd'hui les ressources reviennent, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. Voilà.